Alors bonjour, merci de me permettre de faire cette présentation. Donc moi je suis Adrien Galli, je suis chef de clinique, donc infectiologue au service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat. Et là je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé dans le cadre de 2 années que j'ai passé avec l'IRD à travailler donc, sur le site ANRS de l'hôpital central de Yaoundé. Donc aujourd'hui on va vous parler d'éducation thérapeutique et on va vous parler de l'expérience qui a été faite de la constatation d'éducation thérapeutique sur ce site. Donc on va vous décrire la mise en place et l'évaluation d'un programme d'éducation thérapeutique au cours d'un essai clinique à Yaoundé qui était au cours de l'essai Moby Deep, dont on a déjà parlé un petit peu au cours de ce congrès. Alors pourquoi vous parlez d'éducation thérapeutique? On a beaucoup parlé d'accessibilité au traitement, de démédicalisation, de ce genre de choses. Donc aujourd'hui, les traitements antirétroviraux sont beaucoup plus accessibles, et en particulier en Afrique subsaharienne, où on estimait à peu près à 11 millions de personnes, sous traitement en fin 2015, et on s'attend à une augmentation quand même assez rapide du nombre de patients sous traitement avec les grandes politiques de santé publique que sont les test and treat et les objectifs du millénaire. L'objectif de tout ça étant la fin de l'épidémie par le VIH via le contrôle de la transmission et donc l'arrêt des différentes transmissions via le contrôle de la charge virale. Cependant, on sait que les bénéfices des traitements antirétroviraux, ils sont très dépendants de l'observance et qu'en particulier, ils nécessitent de maintenir une observance qui est très élevée dans le temps, qui soit au moins de l'ordre de 80 à 90%. Il nécessite également une rétention dans le circuit de soins, qui n'est pas forcément aussi évidente comme on a pu le voir sur les différentes présentations précédentes. Et tout ça, ça implique des risques majeurs qui sont des conséquences individuelles avec l'absence de contrôle de la maladie pour le patient et donc l'échec et l'acquisition de résistance par exemple, mais également collectives avec la poursuite de l'épidémie, voire la transmission de souches résistantes. Donc l'OMS a bien compris cette problématique puisque dans ses recommandations de la prise en charge thérapeutique des patients en 2016, elle mettait vraiment en exergue la nécessité de promouvoir l'observance thérapeutique avec tout un paragraphe qui est dédié d'ailleurs aux différentes stratégies d'observance thérapeutique. Et juste pour la petite, je trouvais ça rigolo, donc en fait si on tape le terme observance sur les guidelines, on retrouve le terme 293 fois, ça fait presque une fois par page. Je trouve que ça met bien en avant l'importance qui est donnée à cette problématique. Donc l'éducation thérapeutique, c'est un outil parmi toute une panoplie d'outils qui est proposé pour l'observance thérapeutique, qui est connu depuis assez longtemps et qui a fait l'objet de recommandations par l'OMS en 1998 et qui était dans ce cadre-là défini comme un processus continu, intégré dans les soins, centré sur le patient, qui vise, et là je cite la définition de l'OMS, à aider le patient et sa famille à acquérir des connaissances et des compétences. Le but c'est vraiment de faire de l'empowerment, qui concerne donc la maladie et les traitements, dans le but que le patient devienne un vrai acteur de sa prise en charge et d'améliorer sa qualité de vie. C'est une intervention sur laquelle on a quand même beaucoup d'expérience, en particulier dans d'autres maladies chroniques, que sont la BPCO, le diabète ou l'asthme, qui sont des maladies qui nécessitent beaucoup d'autogestion. Concernant le VIH, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dans les pays nord et des études de bonne qualité, voire même des essais randomisés qui ont montré qu'il y avait une amélioration de l'adhérence de l'observance avec cette intervention et de leurs corollaires que sont la charge virale et le taux de CD4. Cependant, il y a assez peu d'expériences qui ont été faites en Afrique subsaharienne. Il y a des consultations d'éducation thérapeutique qui existent au Cameroun, il y en a aussi au Sénégal, je crois bien, il y en a au Congo, qui ont fait l'objet de certains rapports, mais sur lesquels il n'y a pas forcément eu de détails des différents objectifs et de leur spécificité dans le contexte africain. Et donc, on a trouvé ça intéressant avec l'équipe d'éducatrices et les gens qui travaillaient sur le sujet de Moby Deep de rapporter cette expérience. Donc, l'objectif principal, c'était vraiment une étude de faisabilité qui était la description de la mise en place d'une consultation d'éducation thérapeutique. Et on avait pas mal d'objectifs secondaires qui étaient principalement de décrire les connaissances et les compétences des patients en amont de la mise en place de l'intervention, des gens qui avaient des traitements depuis très longtemps, de décrire les besoins identifiés au cours du diagnostic éducatif et les objectifs considérés, on va revenir sur le déploiement de l'éducation thérapeutique, et d'évaluer la pertinence des objectifs que nous, on avait définis comme étant dans le référentiel de compétences et leur acquisition, et ainsi que tous les outils qu'on avait utilisés pour permettre aussi aux personnes qui voudraient mettre en place ce genre de consultation de pouvoir le faire. On a ensuite quand même évalué un petit peu la satisfaction des patients. Donc je vous rappelle qu'on a inclus les patients qui étaient inclus dans l'essai Moby Deep, donc on a les mêmes critères d'inclusion. Donc l'essai Moby Deep, c'était un essai qui comparait deux stratégies de maintenance, soit sous monothérapie d'inhibiteurs de protéase, soit sous bithérapie inhibiteur de protéase plus 3-TC. Et les critères d'inclusion, c'était d'être contrôlé sous un traitement de seconde ligne, ce qui voulait dire avoir une charge virale indétectable, donc inférieure à 200 copies depuis plus de 6 mois, et d'avoir une observance sur les différentes consultations préalables de plus de 90%.
Pour vous faire la version un peu plus didactique, donc les patients qui étaient inclus, c'était ceux-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils avaient quand même un gros background avant, avec des gens qui étaient inclus précédemment dans l'essai de Deledy, qui comparaient 3 traitements de seconde ligne en Afrique subsaharienne, et les patients qui étaient inclus dans Deledy étaient des patients qui avaient donc un échec de première ligne, donc qui avaient déjà pris des traitements antirétroviraux pendant assez longtemps. Donc ça concernait 154 patients qui étaient les patients inclus sur le site ANRS de l'hôpital central de Yaoundé. Donc, la mise en place pratique, donc la consultation, elle a été proposée à tous les patients inclus dans Moby Deep sur le site de l'hôpital central. Et ce qui est important, c'est qu'on avait 2 éducatrices qualifiées via des qualifications en e-learning via Forma Santé, donc en éducation thérapeutique, et un espace dédié pour réaliser des entretiens individuels, qui étaient évidemment sur la base du volontariat, et qui étaient réalisés dans le cadre des consultations protocolaires de l'essai Moby Deep. On a défini en amont un référentiel de compétences qu'on revoit ici dans le diagramme, dans le schéma de l'éducation thérapeutique, dans lequel on a défini 16 items qui étaient les compétences requises pour devenir un acteur de sa santé à proprement parler. Et donc les 4 étapes du diagnostic éducatif sont listées ici, avec une première étape qui est ce qu'on appelle le diagnostic éducatif, qu'on pourrait appeler bilan éducatif partagé, et en fait qui est une étape qui permet d'abord connaître le patient, voir quelles sont ses acquisitions préalables et quels sont ses besoins dans le futur. Il faut vraiment que ce soit un échange avec le patient, c'est vraiment partagé, c'est pas le soignant qui décrète que le patient doit apprendre quelque chose, c'est vraiment au cours d'un échange avec le patient, on détermine ses besoins immédiats et ses besoins à venir. Au-delà, au décours de cette consultation, on a ce qu'on appelle un contrat éducatif, au cours desquels on va définir les différents objectifs. Et donc, dans notre approche, on définissait 3 objectifs prioritaires, qui étaient les objectifs qu'on voulait aborder en priorité. Ensuite, il y avait la mise en œuvre pratique de l'éducation thérapeutique avec une phase d'accompagnement, de soutien, diverses interventions, des groupes de parole et tous les objectifs qui étaient abordés au fur et à mesure. Et enfin, une évaluation qui se faisait en fait au fur et à mesure des consultations, puisque les éducatrices reprenaient les objectifs qui avaient été abordés au cours des consultations antérieures pour valider ou en tout cas voir si les compétences étaient considérées comme acquises. C'était une évaluation subjective. Très rapidement, on a classé les items, les 16 items considérés dans notre référentiel selon 4 grandes sous-catégories. Qui reprennent les différentes composantes de l'observance thérapeutique. Donc je vais faire rapidement parce que je ne suis pas un professionnel de l'éducation thérapeutique. Donc d'abord une composante cognitive qui assez sommairement reprend tout ce qui est connaissances, et en particulier sur le VIH, les charges virales, les traitements. Voilà, c'est vraiment des connaissances un peu techniques sur les conséquences enfin des choses même très médicales sur le VIH. Une composante émotionnelle qui est plus le vécu psychique de l'infection par le VIH. Une composante sociale qui est le vécu à l'extérieur de l'infection par le VIH, donc la lutte contre les stigmas, l'entourage, et une composante comportementale qui vise à prévenir des situations potentielles d'inobservance. Sur la collecte des données, les données étaient collectées de manière prospective au cours des consultations d'éducation thérapeutique, non formalisées initialement et qui ont été formalisées dans un second temps sur un protocole de recueil standardisé. L'évaluation des compétences, je vous ai déjà dit, donc subjectivement, l'acquisition de la compétence au cours des consultations et une enquête de satisfaction qui a été réalisée à la fin de l'éducation thérapeutique. En termes de résultats, donc c'était 146 patients ont accepté de participer à l'étude sur les 154 de ce site, donc 95%, sachant que les principaux motifs de refus, c'était le décès pour 3 patients malheureusement et 3 refus. Les patients étaient les patients qui sont inclus dans l'essai Moby Deep, donc 76% de femmes, un âge médian de 42 ans et des plutôt bons paramètres de santé sur le plan des indicateurs du VIH, puisque les CD4 à 444 en médiane et des patients asymptomatiques sur le plan de l'infection par le VIH. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc une très longue durée sous traitement antirétroviraux, puisqu'ils avaient une médiane de 7,6 ans. Dans les autres choses qu'on pouvait noter qui pouvaient être intéressantes, c'était qu'ils étaient principalement en couple, pour 45% des cas, et en fait, finalement, 37% célibataires et 18% veufs ou divorcés, ce qui fait qu'ils avaient quand même très probablement des partenaires sexuels, donc des choses à apprendre sur le plan de l'éducation thérapeutique, sur ce plan-là. Donc le diagnostic éducatif, première chose de l'étape de l'éducation thérapeutique. Ce qui était intéressant de voir, c'est que les patients avaient des connaissances assez faibles des marqueurs du VIH et des traitements, puisque seulement 53% et 69% connaissaient leur dernière valeur de CD4 et de charge virale, et seulement 32 et 46% connaissaient l'utilité de ces dosages.
Ils avaient par ailleurs des problématiques sociales qui étaient un peu plus gérées, puisque 93% avaient déjà défini un référent et qui était principalement un référent dans leur entourage familial, et 96% avaient déjà mis des outils pour aider à la systématisation de la prise des traitements, donc l'observance, qui étaient principalement soit des éléments de routine, prendre avant son repas, ce genre de choses, ou des alarmes téléphoniques ou des piluliers. Sur les autres éléments du diagnostic éducatif, le vécu avec le VIH, il y en avait 73% qui rapportaient avoir éprouvé au moins une difficulté depuis le diagnostic de leur VIH, qui était principalement soit des symptômes liés au VIH dans 38% des cas, ou des effets indésirables des traitements dans 26% des cas, mais quand même des problématiques liées à l'observance dans 26% des cas. Ils pouvaient déclarer plusieurs problématiques, c'est pour ça que ça ne fait pas 100%. Cependant, même s'ils déclaraient beaucoup de symptômes liés au traitement, ils avaient quand même une perception des traitements qui était bonne, puisqu'il y en avait 99% qui déclaraient que le traitement était au minimum efficace. Sur le plan psychologique, les patients, ils avaient annoncé le diagnostic à leur entourage dans la majorité des cas, et les gens qui avaient des partenaires sexuels réguliers déclaraient avoir informé leur partenaire dans à peu près 85% des cas, et il y avait quand même 18% des gens qui déclaraient avoir besoin d'aide encore pour informer les gens. Sur les priorités éducatives, très rapidement, ce qui était intéressant, et sans rentrer dans le détail, c'était que 75% des objectifs définis comme prioritaires au cours du diagnostic éducatif, donc on prenait 3 objectifs prioritaires, ils appartenaient à la composante cognitive de l'observance, donc principalement l'utilité des CD4, charge virale et traitements antirétroviraux. On y reviendra dans la conclusion. Sur le plan des résultats, en vue générale de l'éducation thérapeutique, le suivi médian était de 1,8 ans dans l'essai Moby au moment où on a fait l'étude, et les patients avaient eu en médiane 2 consultations, mais il y avait quand même 47% des gens qui avaient eu au moins 3 consultations d'éducation thérapeutique. On avait 12 objectifs abordés par patient en médiane et un taux d'acquisition assez élevé, puisque 91% des gens validaient au moins 50% des objectifs qui avaient été, avaient acquis 50% des objectifs qui avaient été abordés au cours des consultations. Quand on regardait un peu plus par objectif, on avait quand même les objectifs les plus fréquemment abordés étaient des objectifs de l'ordre, qui appartenaient à la composante cognitive de l'observance, et qui étaient inversement les moins fréquemment validés, puisqu'ils étaient validés dans seulement 70% des cas quand ils avaient été abordés. Et ça, très principalement encore pour les CD4, les charges virales et les traitements antirétroviraux, qui étaient abordés chez quasiment tous les patients et finalement validés dans quasiment 2/3 des cas seulement. L'enquête de satisfaction, je vais rapidement pour vous, on a calculé un score pour faire en sorte que ce soit un peu plus facile à présenter. Sur les connaissances et les compétences, en tout cas ce qu'on leur avait appris, les patients étaient relativement satisfaits avec des scores qui étaient entre 80 et 85. Ils étaient bien plus satisfaits sur tout ce qui était de l'ordre de l'écoute, de l'empathie, de la confiance en soi, du partage, de l'expérience, puisque des scores qui montaient jusqu'à 95 voire 100. Et sur le plan organisationnel, ils étaient plutôt contents de l'intervention, bien qu'ils aient quand même assez souvent attendu pendant très longtemps. Voilà. Donc en tout cas, ils étaient assez contents sur la fréquence et sur le contenu. Voilà, donc en conclusion, et qui sera aussi la discussion en même temps, on trouve qu'il y a vraiment 2 éléments principaux qui sortent de cette étude. D'abord que la mise en place effective et qui s'est plutôt bien passée, puisqu'on a beaucoup de patients, tous ont accepté de participer, c'était encore sur la base du volontariat, donc ils n'étaient pas obligés, c'était assez chronophage. Qu'ils ont abordé beaucoup d'objectifs, qu'ils ont été très volontaires, beaucoup de participation, beaucoup de groupes de parole, avec un taux d'acquisition élevé des objectifs, et donc qui prouve bien en tout cas que l'éducation thérapeutique est très bien acceptée, en tout cas sur le site sur lequel on a travaillé, avec évidemment les limites qui sont l'implémentation d'un programme dans un contexte d'un essai thérapeutique financé, avec financement pour tout ce qui est transport, biologie, mais également les médicaments et une pile active qui est assez un peu importante. Mais ça, ce sont des problématiques organisationnelles sur lesquelles on peut quand même avoir la main. Et donc c'est vraiment un outil supplémentaire pour favoriser l'observance et favoriser la rétention dans les soins. Sur le plan plus fond sur l'éducation thérapeutique, ce qui était vraiment intéressant et ce qui nous a vraiment un peu alerté, c'était que les patients, malgré 7 ans sous traitement antirétroviraux, et bien qu'on ait revu les différents items un peu techniques sur la connaissance du VIH, ceux-ci sont toujours pas maîtrisés, alors qu'ils sont bien plus intéressés par toutes les thématiques comportementales ou sociales. Et donc vraiment, il y avait vraiment une mise en avant de l'intérêt des patients pour l'apprentissage de compétences, d'éléments comportementaux, d'espaces d'écoute, de partage, bien plus que pour des connaissances techniques. Et c'était aussi visualisé dans la surreprésentation des objectifs cognitifs dans les priorités éducatives, qui posait vraiment la question du bilan éducatif partagé initial. Il faut vraiment, j'insiste sur le terme partagé, qui posait un peu la question de notre influence sur les patients à ce moment-là. Et donc nous, on a essayé de travailler un petit peu là-dessus pour faire en sorte que ce soit un peu plus interactif et de moins mettre en avant les problématiques cognitives.
Donc je remercie les gens sans qui ça n'aurait jamais pu arriver. Donc très principalement les deux éducatrices que sont Frida Essomba et Géraldine Manirakiza, qui sont elles qui ont vu tous les patients en consultation et qui ont fait tous les recueils. Donc c'est elles qui ont le plus travaillé. Et tous les gens de l'équipe ANRS sur le site de l'hôpital central de Yaoundé. Alors le but c'était aussi de donner tous les fichiers qu'on a utilisés, tous les référentiels de consultation, tous les items. Voilà, donc vous retrouverez dans l'article qui va être publié dans Patient Education and Counseling, dans lequel en appendice vous avez toutes les grilles, tous les items, toutes les choses pour permettre la mise en place de la consultation d'éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci pour cette présentation, en tout cas qui montre l'importance de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique qui permet d'avoir une bonne observance. Et cette observance est le garant pour le 3e 90, pour que nos patients puissent avoir une charge virale indétectable. Est-ce qu'il y a... On peut prendre une question? Oui. Oui, bonjour, Anne Bonny, Expertise France. Quels outils ont été utilisés au cours des séances d'éducation thérapeutique? Je sais que Esther, à son époque, avait développé des mallettes pédagogiques qui permettaient de sortir du tout cognitif et justement de développer des compétences comportementales, émotionnelles. Est-ce que vous savez ce qui a été utilisé? Alors moi j'ai jamais fait les consultations, hein. Je vais vous avouer, je suis venu vraiment et l'idée c'était vraiment d'aider les gens à valoriser un petit peu leur action. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont utilisé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas ils n'avaient pas de mallette à ma connaissance. Je ne sais pas si Sylvie c'était une... Il n'y avait pas de mallette d'Expertise France, ça c'est sûr. Par contre il y avait différents outils. Il y avait des piluliers, enfin des choses comme ça, des jaquettes d'explications sur les traitements. Mais on n'avait pas ce genre de mallette par contre. Merci. Merci à vous. Merci. Nous allons sur le dernier orateur qui est Mathias Cavassini, qui va nous parler de l'effet des recommandations nationales suisses de dépistage du VIH de 2013 sur la pratique de dépistage du VIH.